elle est pertinente. Dans quel monde vivons-nous? On est en RDC, un pays pivot en Afrique, qui vit une crise sécuritaire grave qui peut conduire à la balkanisation de ce pays-là. Et quand souvent je parle de l'immaturité ou le manque de background de la classe politique de la RDC, c'est un peu dans ce sens-là. Tu as l'impression que la classe politique de la RDC n'est pas consciente du rôle que peut jouer la RDC et des défis que la RDC en face. Moi, en réalité, pour cette question de pétition, je commencerai d'abord par ça. Parce que moi, la question que je me pose, j'ai essayé de rechercher un peu. Cette fameuse pétition, ce dispositif, c'est dans le cadre du règlement intérieur de l'Assemblée. Ce n'est pas dans la loi organique. Et moi, ça me pose un problème. Si je me souviens, lui-même, Vital Kamerhe, à l'époque, a eu des problèmes avec Joseph Kabila, lorsqu'il est président de l'Assemblée, parce que de manière tout à fait légitime, il s'était posé la question de savoir comment les troupes rwandaises peuvent rentrer alors que l'Assemblée nationale n'est pas saisie. Il avait raison, hein, mais il a été destitué suite à une pétition. Pour moi, ça pose un problème. Et c'est les juristes qui doivent regarder ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des états d'âme d'une catégorie, et là, en l'occurrence, pour des questions d'hôpitaux, je ne sais pas quoi, on se met à destituer privilèges, je veux dire. Des privilèges. Parce que regardez ce qu'on dit, non, le vieux Mbosso était très généreux. On en rigole, mais c'est du pleurer rire, comme disait Henri Lopez. Oui. Donc, pour des questions de privilèges, on peut mettre en branle la déstabilisation d'un État qui est déjà déstabilisé. Et c'est là où je reviens à mon deuxième argument. La Constitution de la RDC, c'est 3 institutions. La présidence de la République, le gouvernement, le Parlement et les tribunaux et les cours. Ça veut dire que, comme c'est des institutions qui sont plus ou moins imbriquées, s'il y a une déstabilisation au niveau du Parlement, automatiquement, on se retrouve dans le troisième argument, l'union sacrée, c'est-à-dire la majorité actuelle, qui va être déstabilisée, et le gouvernement qui va être déstabilisé. Et enfin, je finirai par l'argument de Lucien Pambou qui est pertinent sur la responsabilité du président de la République. J'ai comme l'impression, et c'est avec regret que je le dis, quand je regarde le président Tshisekedi fonctionner, j'ai l'impression de voir le président Pascal Lissouba. Nous sommes dans un processus démocratique, avec une classe politique qui est immature. Si tu es le garant des institutions, du fonctionnement des institutions, il faut savoir taper sur la table. Et je reviens sur le cas Moutamba, ici sur ce plateau. On avait dit, si le président Tshisekedi avait pris soin d'arrêter cette histoire au niveau de la procédure de Moutamba, on n'allait pas avoir un front aujourd'hui ouvert sur l'affaire Moutamba. Et aujourd'hui, sur cette affaire des fameux députés qui veulent destituer le président de l'Assemblée, il a réuni dernièrement, le 8 septembre, les différentes institutions. Il aurait pu taper sur la table pour dire arrêtez-moi ça. Et c'est d'autant plus qu'il est le président de la majorité. Pourquoi laisser ce fameux député, le fameux Crispin Bindoulé, qui est à la tête de cette fronde? C'est ça, merci de préciser. Et bien entendu, les gens sont déjà dans les tranchées. Ça dit que l'union sacrée n'est qu'un conglomérat des écuries sans idéal et sans privilégier l'intérêt général, mais on privilégie les intérêts particuliers. Ce qui est assez frappant, hein, merci beaucoup Dorian, c'est qu'à ce qui paraît, il y a des billets qui circulent dans les couloirs du palais afin d'inspirer certains députés à signer cette pétition et d'autres aussi à ne pas signer. Bon, maintenant, il y a 2 pétitions qui circulent. Une pour le renverser et un pour le maintenir. Quelle image la classe politique congolaise envoie, monsieur? Et surtout, la responsabilité du président est assez importante à relever, même si on pourra parler d'une séparation des pouvoirs, mais c'est plutôt la majorité présidentielle qui est à l'origine de cette institution. Donc finalement, on se pose la question de savoir qui veut la tête de Vital Kamerhe au sein de l'UDPS, d'abord, avant même de parler d'union sacrée. Moi, ce que je voulais dire, je voulais quand même souligner par rapport à ce que dit toujours mon frère Mafimba, l'immaturité de la classe politique congolaise. Je voudrais souligner à votre intention que la classe politique congolaise n'est pas immature. Ce sont des gens intelligents, il y a des professeurs d'université, ils sont matures. Mais il s'agit bien de la maturité de ténèbres, la maturité du mal. Parce que quand les gens se font corrompre pour signer une pétition, et ce sont ces mêmes gens-là qui reprochent
au président de l'Assemblée que sa gestion est opaque, mais qui se font corrompre, comme l'avait dit, des billets de 500 $ et autres, pour prendre des pétitions contre le président de l'Assemblée, mais c'est le monde à l'envers. Mais je voudrais dire une chose. La pétition est présentée par l'UDPS. Depuis toujours, les membres de l'UDPS sont toujours contre Kamere. Ils l'ont toujours dit plusieurs fois, ils ont toujours cherché la tête de Kamere. L'UDPS, depuis l'accession de... Mais pourquoi il dérange tant au sein de l'Union sacrée? Mais c'est sa liberté d'esprit. Dans le cas actuel, si réellement il y avait un problème, mais ils viennent de tenir leur congrès, il y a quelques semaines. De l'Union sacrée. Mais à quoi servit ce congrès? Si quelques jours après, nous avons ce problème-là. Donc, c'est à quoi servit ce congrès? C'est moins une balle des hypocrites, là-bas. Donc, oui. Ça, c'est la première question. La deuxième question qui fâche, quand ils ont fait l'accord de Nairobi, il faut dire les choses clairement. Quand il y a eu l'accord de Nairobi, M. Félix Tshilombo Tshisekedi devait être président et Kamere devait être premier ministre. Déjà, il y a eu déjà un premier couac. Il est président, Kamere n'a pas été Premier ministre. Mais il devait se contenter du poste de directeur de cabinet. Il conduit en prison avec l'affaire de son... Il y a eu maintenant un deuxième mandat. Il aurait pu croire aussi que peut-être il serait Premier ministre. Parce que je pense que Kamere était nous, c'est Premier ministre à gérer et à mettre son empreinte dans la gestion du gouvernement. Ça n'a pas été le cas, mais il a compris, peut-être il faut que je joue au niveau des institutions, que je peux diriger le Parlement. Et maintenant, il a une liberté d'esprit. D'abord, par rapport à la situation à l'est du pays, par rapport à la position qu'il faut prendre concernant tous les dossiers, les problèmes de dialogue que moi j'appelle Congolais, la plus haute intelligence, ils n'ont pas la même vision avec le président Tshisekedi. Et il y a aussi, en ce qui concerne la Constitution, quand il y a eu, par exemple, l'élan pour changer la Constitution, vous avez suivi que les gens de l'UDPS, ils avaient demandé au président de destituer Kamere à l'époque en disant que c'était quelqu'un qui faisait le faux jeu parce qu'il ne se prononçait pas clairement sur le changement de la Constitution. On avait demandé à tout le monde de dire, nous tous, nous disons oui, qu'il faut changer la Constitution. Et les gens de l'UDPS ont dit clairement que Kamere était un faux type parce qu'il ne voulait pas se prononcer librement. Et nous en venons, comme maintenant 2028, les choses sont claires. Le président Félix Tshisekedi aimerait aller au-delà de 2028. Ah oui? Non, bon, je ne lui prête pas ses intentions, mais s'il pouvait avoir cette occasion, il ne refuserait pas. C'est une exclue là que vous nous donnez. Non, s'il pouvait avoir cette occasion, il ne refuserait pas. Donc maintenant, se pose un problème, la Constitution. Ouais. Pour changer la Constitution, comme le Kamere président du Parlement, il a un rôle à jouer si aujourd'hui il fallait se décider pour changer la Constitution pour l'après 2028. Ce que vous dites est assez intéressant. Donc, vous pensez que peut-être c'est le président qui est un sous-marin derrière pour liquider son président de l'Assemblée nationale, à votre avis? Parce que certains observateurs parlent d'un Vital Kamere qui n'est plus aligné sur le président. Ça s'est vu même pendant la gestion du conflit. Juste à ce sujet, il faut aussi reconnaître une chose. En tant que président de l'Assemblée, lorsque la crise éclate, la crise à l'est de la RDC, moi je me souviens d'une prise de position tout à fait légitime. Celui qui est aujourd'hui, celui qui est aujourd'hui à la défense, qui a pris le ministre délégué à la défense, l'ancien journaliste. Il avait sollicité la convocation la convocation d'une session extraordinaire pour que l'Assemblée, même si elle était en vacances, se saisisse de la situation à l'Est. On a eu, de la part de l'Assemblée nationale et de Kamere, une attitude assez distante, alors que la crise était extrêmement difficile. Deuxième élément, sur l'approche qu'on doit avoir, la contradiction principale, comme je le dis tout le temps, il faut combattre, il faut attaquer ceux qui agressent. Kamere il faut attaquer ceux qui agressent. Kamere n'a cessé d'avoir un son de cloche autre que
le son de cloche de l'union sacrée qui a parlé à l'union pour la patrie. Il est en face d'un ministre belge. Quand il arrive, il dit « moi, je privilégie le dialogue ». C'est vrai que c'est le pacificateur. Mais non, ça, c'est des erreurs assez graves. Et le dernier élément, je pense, la manière dont il a géré le cas Moutamba, comparé au cas Matata Pogno, où il a pratiquement desserré l'étau, la digue qui pouvait éviter, d'ailleurs le procès a démontré qu'il y a eu vice de forme. Donc tous ces éléments ont fait en sorte que Kamere a commencé à avoir des flèches au niveau d'une partie de sa majorité. Et n'oublions pas une chose, l'Union sacrée se crée après la fin de la coalition FCC de Kabila et Cash de Kamere. Et une fois que l'Union sacrée est créée, c'est des transfuges kabylistes qui se retrouvent, comme on dit, sans colonne vertébrale. On se retrouve dans, passez-moi le terme, dans une espèce de panier à crabes où il n'y a pas d'idéal. Et lorsque j'ai suivi les recommandations du dernier congrès de l'Union sacrée, je me suis posé la question de savoir quelle est la ligne directrice politique de cette coalition au regard des défis et au regard des échéances futures. Et là, ça pose un problème. Ma prochaine question est très simple. Est-ce que l'Union sacrée ira au bout? Alors, je ne sais pas si l'Union sacrée ira jusqu'au bout, mais je pense que Vital Kamerhe, lui, effectivement, pour moi, je peux me tromper. Il est présidentiable? Ok, il est présidentiable et pour moi, c'est le véritable homme politique dans ce pays. Pourquoi je le dis? Il y a un excellent livre de la part d'un journaliste, André Chenagor, qui dit « Parlementaire, pourquoi faire ?» Alors, la réponse, elle est donnée par l'attitude et par le comportement de M. Vital Kamerhe. Mavinga disent en effet que le discours de M. Vital Kamerhe n'est pas un discours relativement franc. Moi, je dis la chose suivante. Il est critique vis-à-vis, en fait, des deux présidents qu'il a servis, que ce soit vis-à-vis de Kabila, d'ailleurs c'est pour ça qu'il en est parti, il s'est séparé, et vis-à-vis de M. Tshisekedi. Bien. Il y a un autre élément, en fait, qu'il faut faire entrer en ligne de compte. Il faut savoir d'où est né, d'où vient M. Kabila, d'où vient M. Kamerhe. Il vient du Kivu. Or, le Kivu, tout le monde, vous le savez tous ici, c'est cette partie-là de l'Est où les conflits sont relativement importants. Vous ne pouvez pas demander à un homme politique originaire de ce pays-là, de cette zone géographique, de ne pas avoir une forme d'empathie. J'ai pas dit de forcément baisser la garde ou de laisser tomber les armes, mais on peut pas l'empêcher d'avoir une forme d'empathie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que M. Vital Kamerhe a une expérience politique relativement importante. Alors, mais le problème, c'est que cette expérience politique est complètement abîmée par la classe politique donc de la RDC, qui passe son temps, en fait, à se chamailler. Pourquoi ? Parce que le système bicaméral, à la fois une chambre basse, qui est l'Assemblée qui est élue au suffrage universel, et l'autre au second degré, les sénateurs, de manière provinciale, posent des problèmes. Et il y a donc, entre ces deux groupes, une espèce de compétition. Alors, est-ce que l'Union sacrée peut continuer à exister? Jusqu'en 2028. Jusqu'en 2028, ça va être compliqué, mais il faudra trouver un dénominateur en point commun. Vous savez, en ce qui concerne l'union sacrée, je l'ai toujours dit, l'union sacrée, mais elle n'est pas sacrée. Donc c'est vraiment une union souillée. Parce que les alliances inopportunes produisent toujours de mauvais résultats. Et quand il y a des alliances et que les acteurs ne respectent pas leurs engagements, produisent aussi toujours de mauvais résultats. En fait, il y a un pacte qui existe entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Vital Kamerhe. Vous dirigez, et après, ce sera mon tour. C'est connu de tout le monde. Donc, ce sont des engagements qu'ils avaient pris. Donc, en toute logique, s'ils respectaient leurs engagements, le président Félix Tshisekedi Tshilombo ne pourra plus être candidat. Et c'est pour le compte de l'Union sacrée, ce sera Vital Kamerhe, s'ils respectaient leurs engagements. Mais comme je viens de dire, les alliances inopportunes produisent de mauvais résultats. Donc, les gens ne respectent pas leurs engagements. Donc, une maison divisée ne peut pas subsister. Donc pour moi, l'union sacrée n'existe que de nom. Nous allons partir de division en division et nous allons maintenant entrer dans une véritable guerre de tranchées. Plus nous allons nous avancer. Le 2028, ce sera vraiment des guerres de tranchées. Au risque de fragiliser le président de la République.
Et ce qui est plus grave, comme l'a dit mon frère Mafinga, et il s'amuse dans ce jeu d'acteurs pendant qu'une partie de notre pays est occupée. Donc il risque même donc de faire le jeu de la balkanisation du Congo. Est-ce qu'ils comprennent la gravité de ce qu'ils sont en train de prendre comme responsabilité? Parce que si le pays demain est balkanisé, et ils seront comptables de tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Mais c'est quand même assez grave, c'est quand même assez incroyable. Mais je sais que l'UDPS, mais c'est ça le problème de l'UDPS. L'UDPS, il y a une certaine frustration. Et quand vous verrez quand les gens de l'UDPS en veulent à Kamere, en fait, quand ils en veulent en Kamere, mais l'UDPS, ça c'est ce problème interne qu'il n'a pas pu gérer. C'était ce grand parti qui faisait rêver tout le monde. Et la plupart des membres de l'UDPS ne croient plus aux rêves. Aujourd'hui, moi j'entends des membres du camp présidentiel qui souhaitent déjà le départ en 2028 du président, en disant que ce que nous avons espéré, nous ne pourrons plus l'avoir. Nous vous souhaitons un bon départ en 2028 de gens de l'UDPS, de son camp. Donc c'est assez paradoxal. Le jeune d'un parti demandait le départ. Je vais confirmer vos propos. Hein. J'ai des indiscrétions. Le remaniement a fait quand même à laisser, je dirais, beaucoup de victimes. Vous parlez un peu, en tout cas dans le camp présidentiel, il y a beaucoup qui ont été frustrés du fait qu'ils ont beaucoup combattu auprès du président, qu'ils s'attendent à avoir des postes, surtout des jeunes. Je ne vais pas les citer, hein, que nous connaissons tous ici. Et donc, c'est un argument assez intéressant, ce que vous dites, pour compléter effectivement l'état dans lequel se trouve. Et maintenant, le problème de l'UDP, c'est quoi? C'est un grand parti qui n'a pas pu construire la cohérence interne autour de son idéologie. Et vous verrez, c'est l'un des plus grands partis, le plus divisé de nos partis dans notre pays. Et vous verrez toujours, il y a toujours des L. Ah, L Tshisekedi, L Birindwa, L. Ça donne l'impression d'être une pluralité d'opinion. Non, ce n'est pas une pluralité d'opinion. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne s'accordent pas sur une véritable feuille de route cohérente par rapport à leur idéologie de l'état de droit et le peuple d'abord. Et c'est ce qui fait que... Ce sont des notions. Circonstance atténuante, je souhaite nuancer pourquoi. Félix Tshisekedi arrive, il n'a pas tout le gouvernail du pays. Il n'a pas la majorité au Parlement. Félix Tshisekedi se bat pendant 3 ans pour avoir la majorité. Il fallait déboulonner Kabila. C'est là où on arrive à l'union sacrée. Maintenant, lorsqu'on arrive à l'union sacrée, on revient sur... on va dire, les difficultés des classes politiques en Afrique généralement, c'est la plutocratie. C'est-à-dire qu'on arrive aux affaires pour se faire du pognon. Tout le problème est là. Il y a la corruption et autres. Maintenant, oui, l'UDPS. Mais l'UDPS est resté un parti, pas un parti de gouvernement. Ils sont restés un parti de masse, comme s'ils étaient toujours dans... Donc, tous pensaient que... Mais l'État ne se gère pas par un parti politique, nous sommes en démocratie. Or, lorsque on déboulonne Kabila, Félix Tshisekedi fait preuve de politique. Il a besoin d'une cohésion nationale. Il faut aller chercher des alliés. Ce qu'il a réussi avec Jean-Pierre Mbemba, ça a été un coup de maître. Ramener Jean-Pierre Mbemba dans l'Union sacrée pour affaiblir Kabila, pour affaiblir les Katumbi et autres. Maintenant, dans la situation actuelle, c'est là où je reviens sur l'institution présidence de la République. C'est lui qui est le garant du fonctionnement des institutions. Il doit taper sur la table. J'ai même regardé dans la Constitution, je crois qu'il y a un dispositif avant le début de chaque session parlementaire, il y a une lettre ou un mot qui doit être lu devant le Parlement qui donne la direction. Mais pas de débat. Moi, je souhaite, il faut aller regarder, M. Mavinga, qu'au début de cette session du 15 octobre, il doit donner une orientation claire pour dire, aujourd'hui, nous avons une contradiction principale qui est, il faut arrêter avec l'agresseur et ces questions de aller destituer autres, on va ouvrir des fronts à n'en pas en finir, on va fragiliser le pays. Le régime, mais pas le régime. Comme on a dit tout à l'heure, c'est le pays qui risque d'être battu. Tout en garantissant la liberté de vote et de penser. Bien sûr. Ah oui, bien entendu. On fait toute la séparation des pouvoirs. Mais le problème du président Tshisekedi, c'est un roi fainéant, c'est un président fainéant. Alors ça veut dire quoi? Avec tout le respect que je porte à la fonction présidentielle, je veux dire par là qu'il ne prend quasiment aucune décision. Et comme a dit effectivement Magloire, il s'appuie sur des coalitions qui sont à la fois étatiques
hétéroclite pour essayer d'exister. Alors qu'il faudrait qu'il il est préside. obligé. Oui, non. Alors, il est peut-être obligé, mais il a perdu, en fait, du temps à essayer de concilier les situations inconciliables. Ça veut dire, concrètement, qu'il est en partie responsable de ce qu'il arrive. Et donc, je crois que le gros problème des présidents africains, ou simplement des hommes politiques africains, c'est qu'ils ils pensent et ils rêvent de façon très théorique. Et ils ont du mal, en fait, à descendre dans l'arène et à prendre compte de ce qui se passe pour pouvoir gouverner réellement. Comparaison de par exemple, M. Karim, regardez. On aurait pu l'opposer le fait qu'aussi que le président il préside et gouverne, là où on demande au président de rester en supplant. Mais M. Karim, vous savez, la démocratie, c'est une construction inachevée. Prenons le cas ici, là. Macron a perdu la majorité depuis pas mal de temps. Mais comme il a une orientation, il a un objectif à atteindre, il vous prend ses amis qu'il nomme à chaque fois Premier ministre. Un chef d'État qui est le garant des institutions, ben, à un moment, il faut faire preuve d'autorité. Et je pense, contrairement à ce que je pense, les gens pensent, il a encore de l'autorité, le président Félix Tshisekedi. Et comme je dis, cette affaire des gens qui veulent des privilèges et autres, il peut l'arrêter parce que c'est le chef de la majorité. D'ailleurs, je pense qu'il a commis une erreur au niveau de la Constitution lorsqu'il a présidé le congrès de l'Union sacrée. Mais qui nous le montre, il ne le montre pas. Officiellement, la chef de la majorité, c'est Judith Suminwa. Ah bon, celle-là, malheureusement, elle est inexistante. Elle est transparente. Elle est peau de fleurs. Je lance une invitation à la Première ministre nous antenne. On aimerait bien l'interroger pour qu'elle puisse nous parler de ses ambitions. C'est une invitation officielle. Madame la Première ministre, vous êtes attendue sur le plateau de Global Africa Télé Sud avec nos chroniqueurs que vous nous parlez de vos priorités pour les années à venir, pour ce nouveau gouvernement. En ce moment de crise jusqu'aux élections, parce que ça va être tumultueux jusqu'en 2020. En tout cas, l'invitation a été lancée. J'espère qu'elle nous répondra. Merci à vous. La guerre des tranchées a commencé.